Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Je vais partir sur l'expression d'une utopie complète. C'est pas forcément ce qui sera, mais c'est ce que je souhaiterais qu'il puisse être. Le monde du travail, pour moi, dans 15 ans, c'est un monde de convivialité, un monde de partage et de collaboration. C'est un monde qui est complètement découplé de la nécessité qu'on peut avoir d'assurer ses besoins physiologiques, ses besoins de sécurité, mais vraiment un monde qui va nourrir autre chose chez chacun, qui sont les besoins de partage, d'amour, les besoins, on va dire, de reconnaissance, d'estime de soi. Donc vraiment, pouvoir faire que la notion de travail, au lieu d'être uniquement par rapport à comment je gagne ma vie et comment je me mets en sécurité, devient un espace dans lequel on se réalise et où on apprend à partager l'ensemble des valeurs qui sont au-delà de juste sa propre sécurité matérielle. Les métiers de la production alimentaire sont-ils vraiment rémunérés pour les services qu'ils proposent ? Que doit-on changer pour que ce travail soit correctement valorisé ? Quel autre système pourrait être mis en place ? Yannick Carteret est issu du milieu marin dans lequel il a travaillé durant 20 ans. Technicien des métiers de la mer, puis ingénieur à Lieutenant et enfin conseiller au ministre des Pêches en Mauritanie, il a travaillé dans le privé, le public, les ONG et dans de nombreux pays dans l'océan Indien et le Pacifique. En 2011, il décide de revenir aux fondamentaux et s'installe en agriculture biologique en Corse. Mais après 5 ans sur un projet familial en maraîchage, il fait un gros burn-out, divorce et perd tout. Début 2018, il prend alors le virage de la permaculture et du maraîchage en sol vivant. Ainsi, la ferme Solo Bio cultive le plaisir de vivre pleinement le jardin qui prend place avec les productions en plein maquis et sous-bois. Aujourd'hui, le projet agricole s'ouvre sur une dimension plus collective de partage d'expériences, en appui à la formation et l'installation des jeunes paysans, mais aussi en extrapolation de leurs démarches dans d'autres secteurs. Les objectifs de Yannick ? Régénérer les écosystèmes et inventer une autre relation au vivant. Créer du lien et une autre manière d'entreprendre pour revoir le travail comme une collaboration et non comme une lutte, un labeur. Et définitivement tordre le cou à notre mode de pensée occidental patriarcal de domination des uns sur les autres, des uns aux dépens des autres. Yannick, quel est ton parcours et ce qu'il t'a fait changer dans ta manière d'approcher le travail ? Alors moi, je suis ingénieur adulte de formation au départ, avant de devenir agriculteur comme je le suis maintenant. Ça veut dire que j'ai travaillé pendant 20 ans un peu partout dans le monde, dans le domaine de l'environnement marin, et notamment dans le lien que l'homme déploie pour exploiter les ressources. Donc la manière dont on va travailler en tant que pêcheur, dont on va travailler maintenant en tant qu'agriculteur, à l'exploitation des ressources. Et dans le cadre de la définition, dans la question que tu me poses sur le travail, ce mot exploiter, il est pour moi super important. Il traduit vraiment la manière dont notre relation au vivant a évolué. On avait des communautés de pêcheurs qui, en fait, vont, au fil des années, au fil des siècles, avaient créé un équilibre avec l'écosystème dans lequel ils vivaient, dans lequel ils se nourrissaient. Et en face, on a un homme moderne, nous, qui est devenu un super prédateur, qui va chercher à maîtriser, à dominer, à exploiter en fait le milieu naturel. Et pour moi, c'est vraiment un élément important dans l'approche du mot travail. C'est la manière dont on a fait muter
cette notion-là. On l'a fait muter, d'une activité qui était une activité traditionnelle des petits pêcheurs, au service de la communauté, de leur communauté. On en a fait un moyen d'exploitation, de mise en coupe réglée du vivant. Donc, ça veut dire qu'on va tirer abusivement profit individuellement de ces ressources naturelles. Et en fait, c'est ce que j'ai très, très mal vécu quand, j'ai arrêté mon activité, d'expert en halieutique, j'ai décidé, de travailler en agriculture, de monter un projet, familial. C'était de me rendre compte que, j'étais en train de reproduire ce modèle. C'est-à-dire, que je me repositionnais, c'est pourtant l'agriculture biologique, c'était, plein de choses, qui me faisaient fantasmer, mais je me repositionnais de nouveau comme un exploitant de la ressource. D'ailleurs, quand on s'installe en agriculture, quand on coche les cases, hein, des papiers en s'installant, une ferme, ça s'appelle une exploitation. L'activité qu'on fait, que ce soit le maraîchage, que ce soit de l'élevage ou de la cueillette, on appelle ça une spéculation, quoi. Ça, c'est un truc important aussi, la spéculation dans la notion de travail. En pêche, ça, je l'ai beaucoup vu, c'est qu'en fait, on a inventé une autre forme, du travail. On a créé une couche supplémentaire dans le travail, dans la société, c'est, la notion de spéculation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un capital, au-delà de pouvoir, acquérir un outil pour une activité donnée, un bateau de pêche, une barque et cetera, c'est devenu un moyen de spéculer. Donc, un moyen de spéculer sur le travail des autres, en les inféodant à une servitude qui peut être totale, hein, c'est l'esclavagisme ou une servitude salariée dans le travail, c'est-à-dire, où il y a plus de sens. Le sens fondamental de l'activité a disparu et le seul but, c'est de gagner sa vie, c'est le gain. Donc, ça, c'est une servitude qui déresponsabilise la personne qui travaille. Et on a aussi la possibilité de spéculer sur les ressources. En fait, plus les ressources s'épuisent, et en pêche, on le voit bien, et plus elles permettent des gains substantiels. C'est une espèce de pari, en fait, sur la pénurie. On va avoir un travail qui s'est transformé en une spéculation, en un pari sur la diminution des ressources. Alors, aujourd'hui, quand on a tout ce qui se passe autour de nous, hein, cette crise de la biodiversité, cette crise environnementale, la diminution des ressources, euh, en fait, on se rend compte que cette pénurie des ressources, elle peut générer pour celui qui va être cynique, qui va spéculer, un potentiel de gain et d'enrichissement qui est assez important. Donc, tout cet aspect, on va dire la manière dont nous, dans nos chaînes de valeur, on a dévoyé la notion de travail, non plus au service de la collectivité, mais au service du gain, de la spéculation, on a perdu le sens de notre intérêt collectif à tous, quoi. Donc voilà, moi, ça a été un moment important et de me rendre compte, en m'installant en agriculture, que finalement, les contraintes économiques et la pression qui était mise, sur, moi en tant que néo-paysan, ça m'amenait à reproduire le même modèle. Ça a été un moment très, très difficile et qui a fait que, ben, en 2017, j'ai fait un burn-out, j'ai pété les plombs. C'est pour ça que j'avais décidé de revenir en agriculture, quoi. Et que j'ai tout repris, j'ai décidé de continuer et de tout reprendre. Et qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que j'ai changé? Mon lien au vivant. La relation, dans laquelle je m'inscris par rapport au vivant, la manière dont, je vais m'immerger dans l'écosystème et non plus, le dominer, mais le comprendre et m'appuyer, sur les processus. Ça a été complètement différent, c'est-à-dire, de faire vivre un écosystème et de voir dans cet écosystème, qui devient, auto-fertile, la manière dont je vais pouvoir avoir une activité productive dedans et comment ensuite cette activité, économiquement, elle est durable, elle me permet d'en vivre, quoi, quand même. Et elle te permet de ne pas aller vers un burn-out, un second burn-out également? Ah bah, déjà oui. Encore que, c'est vraiment et là, c'est une autre phase, ça, c'est les questionnements, d'aujourd'hui, peut-être qu'on y reviendra plus en détail, mais c'est la manière dont, il faut complètement décloisonner le fonctionnement qu'on a dans le travail. Moi, je peux pas être paysan tout seul dans mon coin, il faut que je travaille avec d'autres personnes, il faut inscrire ça. Alors, dans des communautés, avant, on avait le village, on avait, la communauté rurale, mais peut-être qu'aujourd'hui, on a une communauté, beaucoup plus large, plus réactive qui peut se créer autour de lieux agricoles.
Alors déjà pour toi, les métiers de la production alimentaire, hein, en particulier, l'agriculture et la pêche que tu connais bien, ne sont aujourd'hui pas rémunérés pour les services proposés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là? Ouais, alors, l'agriculture, quand je parle d'agriculture, hein, l'agriculture paysanne, l'agroécologie, Mmh. alors en pêche, on parle aussi, c'est vachement novateur, mais j'ai lu qu'il y a des gens maintenant qui travaillent sur, la notion d'agroécologie aussi dans le domaine de l'halieutique, de la pêche. Je pense que ça m'aurait passionné à l'époque. Mais dans le cadre de l'agroécologie paysanne, en fait, cette activité, ce métier, il va se caractériser en fait par, une recherche de régénération, des écosystèmes, des sols, pour, pouvoir, retenir l'eau, pour capter le carbone, pour assurer la fertilité, de l'écosystème en général, hein, des plantes qui sont autour. On appelle ça l'agroforesterie. L'objectif aussi d'entretenir la biodiversité, parce qu'on va s'appuyer sur, les fonctionnalités de cette biodiversité, la création du lien social, la fourniture d'aliments et de produits sains, le fait qu'on crée un réseau d'acteurs, d'entrepreneurs ruraux, sur un territoire, des gens qui vont avoir, des échanges de proximité, familiaux, artisanaux. On va aussi, quand on va réfléchir à des problématiques et des enjeux, de territoire, développer une forme de gouvernance locale avec une responsabilisation des acteurs, vis-à-vis des enjeux. Je veux dire, quand on doit partager l'eau entre voisinage pour l'irrigation, il y a une gouvernance qui se crée et qui existait, hein, pour savoir à quel moment on va ouvrir tel endroit, les tours d'eau, et cetera. Ça a été, c'est des choses qui sont vraiment importantes dans la paysannerie. Et l'agroécologie, elle façonne aussi les paysages. Enfin, je veux dire, le paysage naturel, il est plus vraiment existant. On a un paysage, agricole autour de nous. Donc en fait, là, j'ai fait juste la description de tous les services que peut rendre l'agroécologie. C'est une gamme qui est très large et c'est une gamme qui est garante de la résilience de notre société. C'est peut-être des questions qu'on devrait se poser aujourd'hui. Et en face de ça, en regard de tous ces services que peut offrir l'agroécologie, qu'est-ce qu'on propose aux paysans comme rémunération ou aux pêcheurs, hein? On pourrait venir sur le petit pêcheur artisan aussi, qui débarque, son poisson. On lui propose juste, pour se rémunérer, la vente de ses produits. C'est-à-dire qu'en fait, on lâche le paysan dans un univers de concurrence complètement faussé, où il est mis en pâture, il est mis en compétition, avec un secteur qui est un secteur agro-industriel, qui lui, il détruit les écosystèmes. Il pratique un dumping social qui est à peine imaginable. Enfin, quand tu parlais de spéculation, sur la force de travail des autres, sur, les fermes immense de l'agro-industrie, le statut social des ouvriers agricoles, il est à pleurer, quoi, hein. Il détruit, les paysages et la biodiversité. C'est un peu la crise qu'on a aujourd'hui en agriculture, hein, c'est qu'on a des projets qui sont, démesurés, monoculturaux et qui vont détruire la biodiversité, donc il rend aucun service à ce niveau-là. Il produit en plus une alimentation, alors je vais dire un mot fort, hein, mais qui est toxique. En tout cas pour l'agro-industrie chimique, hein. Je veux dire, on a une toxicité, des molécules qu'on utilise, qui même si on a décidé que ça passait, dans nos normes, pour la santé humaine, ça reste quand même toxique. Elle a une capacité de financiarisation, c'est-à-dire d'attirer un capital qui va la mettre dans une capacité de spéculation sur le foncier. L'accaparement des terres par, des gros groupes agricoles, c'est une réalité même, en France, il y a pas que dans les pays en voie de développement. C'est, une spéculation et un accaparement de l'eau. C'est, une capacité de cette agro-industrie à pouvoir également, par cette capacité financière à vendre des produits qui sont même pas à prix coûtant et surtout elle va bénéficier d'une manne de subventions publiques qui est complètement hallucinante, quoi. On a une subvention, quand on regarde la PAC et les milliards qui sont balancés, ils sont pas balancés pour aider le petit paysan à vivre mieux, de la vente de ses produits. Moi, en aide PAC, sur mon exploitation, je touche 150 € par an et du coup, on va proposer en rémunération aux paysans le fait de vendre uniquement ses produits alors qu'il fournit des services, je les ai énumérés tout à l'heure, et il est mis en compétition avec des produits qui viennent d'une agro-industrie qui, elle, est destructrice pour lesquels il va falloir financer publiquement et collectivement, pour, récupérer les externalités négatives, hein. Je veux dire, quand il y a de la pollution des sols, il faut payer et c'est nous tous qui payons. Quand il y a des problèmes de santé publique liés à tel ou tel aliment, ou la présence de pesticides, c'est nous qui payons. Quand, on a des zones entières,
où on est obligé de virer les poules parce que, il y a des pesticides, enfin il y a des produits dans le sol qui font que, qu'il y a plus de possibilités de vente. Enfin bon, et le paysan, lui, il doit se débrouiller avec la vente de ses produits, quoi. Est-ce que tu fais une distinction? Tu as parlé d'ouvriers agricoles, hein. Quelle distinction tu fais entre ouvriers agricoles et paysans, justement, aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, en fait, quand on est dans l'agro-industrie, il y a une très, très grande différence, hein, entre des chefs d'entreprise, qui sont les propriétaires terriens Ouais. et des ouvriers qui ont plus aucune responsabilisation par rapport à l'exploitation agricole dans laquelle ils sont et par rapport aux enjeux environnementaux. Ça, c'est vrai, dans l'agro-industrie. Nous, alors, là, dans ce qu'on fait aujourd'hui, on est, dans le cadre associatif à essayer de créer un atelier en chantier d'insertion qui permettrait justement à ces précaires de l'agriculture, hein, ces salariés qui en peuvent plus, parce que moi je vois avec les saisonniers autour ou les ouvriers, ils en peuvent plus, des produits chimiques qu'ils sont obligés d'utiliser parce que c'est eux qui sont en première ligne, hein. C'est eux qui font les traitements, c'est voilà, c'est pas le chef d'exploitation. Enfin pour les grosses entreprises, hein. Donc eux, ils en peuvent plus et ils ont vraiment, pour beaucoup, l'envie de pouvoir rejoindre une autre forme d'agriculture. Ce qu'on peut pas faire. Enfin moi, je peux pas embaucher quelqu'un aujourd'hui, là, on est, sur la ferme, on est 2 temps plein. Embaucher des gens de l'extérieur pour leur faire découvrir ou quoi, je peux pas. Donc on se tourne vers, les financements de l'économie sociale et solidaire, hein, le principe de chantier d'insertion pour amener ces gens-là sur une base salariale correcte à découvrir, vivre et éventuellement, pouvoir générer des nouveaux projets, pouvoir nous rejoindre dans nos projets en étant beaucoup plus, moteurs de leur propre avenir. Le chantier d'insertion dans ce cadre-là, il permet à ces publics-là de passer de la déresponsabilisation totale d'un salariat qui est immonde en agriculture à, le fait de pouvoir venir, travailler avec nous. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la production alimentaire, d'aujourd'hui, hein, pour que justement, le travail soit correctement valorisé et qu'on puisse changer d'approche aussi en termes d'agriculture, hein? Alors là, je l'ai retourné dans tous les sens cette question parce que le 1er truc, ça serait peut-être, qu'est-ce qu'il faudrait globalement changer, Oui. dans notre civilisation? Hem, quel changement de paradigme, dans notre relation au vivant? Enfin, je veux dire, dans notre relation entre hommes, entre êtres humains, avec les animaux, avec notre relation au vivant, quoi. Non seulement pour améliorer le lien au travail, la rémunération et cetera, mais avant toute chose, en termes de survie collective, parce que c'est la question qui se pose aujourd'hui. Collectivement, comment, notre civilisation va-t-elle faire pour survivre à la crise qu'elle génère? Alors individuellement, dans certains endroits du monde, il y aura toujours des gens privilégiés et tout, mais collectivement, mondialement, globalement, quel changement de paradigme est nécessaire pour qu'on puisse tous survivre? Et aussi, du coup, comment faire pour qu'on vive mieux de nos activités, notre travail? Ça, c'est clair. Alors là, je vais revenir, parce que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi, à l'expérience agricole comme je la pratique, comme je la vis, cette immersion au sein de l'écosystème. En fait, l'immersion dans le jardin, dans la forêt, dans ce jardin-forêt, c'est la construction de nos référentiels, la manière dont s'organisent nos savoirs qui est complètement interrogée. C'est-à-dire que ça, on va révolutionner complètement la manière dont on situe nous, hommes, par rapport aux vivants Oui. et par rapport à nos référentiels de connaissances, quoi. Donc pragmatiquement, c'est plus se mettre au centre. C'est oublier d'être, le centre de l'univers, mais sortir complètement de cette logique auto-centrée, anthropocentrée, pour se dire qu'on est une des composantes. Ça veut dire aussi, oublier quand on va parler agriculture, oublier complètement la logique de filière, décloisonner nos activités. Il y a pas l'agriculture, l'environnementaliste, l'industriel et cetera. On est tous humains dans une même planète. On doit réfléchir, heu, on doit pouvoir faire un pas de côté et envisager globalement, de manière holistique, tous ensemble, ce que nos entreprises humaines doivent générer comme service collectif. À partir du moment où on peut tous et toutes concourir à satisfaire les besoins collectifs, en prenant modèle sur la nature, hein, parce que la nature, elle décloisonne, elle associe, elle mutualise, elle collabore. Ouais. À partir de ce moment-là, oui, je pense qu'on a une voie de sortie et que, on pourra avoir une relation, au vivant
à notre travail sur le vivant, mais à ce qu'on fait bien différente, quoi. C'est l'association entre les différentes activités de manière vertueuse qui peut permettre un bénéfice mutuel, hein. C'est la symbiose. C'est ce qu'on appelle, enfin, c'est l'économie symbiotique, hein. La consolidation, elle passera par une approche différente de l'économie sur des principes d'association, de symbiose, de coopération entre nous tous humains, hein, en mutualisant notre intelligence humaine, en travaillant sur la puissance des écosystèmes naturels, hein. Quand je parlais de l'immersion dans le jardin, on se rend compte de la puissance de ces écosystèmes naturels. Et ensuite, de pouvoir utiliser une technologie adaptée au service de l'humain et pas le contraire. D'ailleurs, tu m'avais parlé de revoir le travail, hein, comme une collaboration et non pas comme une lutte ou un labeur. Ouais. Tu m'as bien introduit le sujet, hein. Ouais, c'est vraiment la manière dont on vit l'agroécologie, dont on vit l'agriculture qui permet de faire ce distinguo, de pouvoir se dire, ben, on a d'un côté une approche qui est collaborative, contrairement à une approche où on place l'être humain au centre ou supérieur, où on va avoir une approche qui est plus une approche de lutte, de domination. Mmh. C'est des approches qui sont très, très différentes en fait, hein. C'est pas juste une petite évolution entre l'agriculture chimique vers le biologique, vers, une permaculture un peu feng shui ou je sais pas quoi. C'est vraiment au démarrage et je pense que ça, c'est extrapolable à tous les domaines, c'est pas que le jardin. Entre la vision, qu'on peut avoir de notre relation à l'autre, au vivant, à notre planète, au système, à l'écosystème dans lequel on est. Écosystème qui peut être un écosystème d'entrepreneurs, un écosystème économique, un écosystème social. Mais dans le jardin, en fait, moi, j'ai pris conscience de ça. En fait, on a une agriculture classique, hein, bio ou chimique, peu importe, qui va être basée sur la domination, sur la maîtrise, sur la lutte. Quand on parle de lutte, de maîtrise, hein, c'est contre les ravageurs, contre les adventices. Il y a même des gens qui parlent de mauvaises herbes, quoi. Euh, on va, en fait, en agriculture classique, identifier des processus qui sont linéaires et on va essayer d'intervenir, nous, être dominants, euh, avec la recherche du lien de cause à effet. Il y a un truc mauvais, boum, je réagis. Il y a un truc bon, je travaille avec. On est sur des systèmes qui sont vraiment linéaires, de cause à effet, où on domine, on est au-dessus et on sait ce qui se passe. C'est un peu une illusion. Et on a une autre approche qui est une approche qui est plus globale, qui est l'approche, enfin, pour dire des mots vachement savants, c'est une approche holistique. On prend l'ensemble des phénomènes, et c'est ce qu'on retrouve à l'origine dans la notion de permaculture, hein. Tout à l'heure, j'ai un peu souri avec la notion de permaculture parce que ça a été beaucoup dévoyé, on en a fait quelque chose d'assez feng shui, hein. C'est ce qu'on trouve dans l'agriculture syntropique. Ça, c'est un truc qui est vraiment génial, qui est en train de se mettre en place sur la manière dont on va ouvrir sa perception pour comprendre l'arborescence des phénomènes dans le milieu naturel. Ça va être très différent du fait d'identifier un ou deux phénomènes contre lesquels on va lutter ou qu'on va favoriser. La manière de comprendre le monde, on l'ouvre pour essayer de comprendre que tout n'est pas linéaire, mais qu'il y a une arborescence des phénomènes. C'est un foisonnement en fait des mécanismes du vivant dans lequel on va se positionner en tant qu'agriculteur. C'est difficile hein, d'employer ce mot après en tant que entrepreneur, enfin en travailleur du vivant, on va se positionner en accompagnement de l'écosystème. L'écosystème au sens large, un écosystème qui est exubérant, avec une multiplicité de fonctionnements, avec une multiplicité d'acteurs, de processus. Et à partir du moment où on va se mettre en accompagnement, alors quand je dis écosystème, c'est vraiment à la fois la répartition spatiale de toute la biocénose, hein, de tous les éléments naturels qui sont autour de nous, mais également la succession temporelle des actions des différents acteurs, des animaux, des végétaux, des bactéries, enfin tout ce qu'il peut y avoir partout qu'on a du mal à identifier, puisqu'il y en a tellement, c'est tellement large, on ne va pas essayer de les identifier. En revanche, au milieu de ces processus, nous, on identifie qu'on est la perturbation. En fait, un peu comme dans les grandes forêts primaires, les mammouths, les grands herbivores qui écrasaient des arbres et tout ça, c'était la perturbation. Et dans l'agriculture syntropique, c'est cette perturbation qui va rendre productif, auto-fertile, un écosystème qui sera sain.
C'est-à-dire que c'est le fait manger des arbres, manger des herbes, casser des arbres, qui fait que l'écosystème va réagir en fonction et avoir sa productivité. Donc nous, en fait, on va se positionner dans cet écosystème comme le perturbateur en envisageant que la perturbation qu'on crée nous permette cette auto-fertilité, cette productivité qu'on essaye d'orienter dans notre sens d'être humain. Mais ça, c'est le jardin qui le montre. C'est la notion d'agriculture symbiotique, syntropique, la manière dont tous ces phénomènes sont orientés, mais c'est eux qui vivent. Nous, on est juste une perturbation. Ça, on pourrait l'utiliser et l'extrapoler dans plein d'autres domaines économiques, hein, dans les domaines sociaux, industriels, dans l'innovation. Comprendre qu'on a un écosystème, qu'on est un des acteurs et que la perturbation qu'on fait va pouvoir orienter les choses dans un domaine, dans un sens ou dans un autre. Ça change complètement tout de Ouais. l'illusion de maîtrise qu'on peut avoir. Oui. Et d'un coup, on devient expérimentateur permanent, on est dans la responsabilité parce qu'on mobilise une petite partie de l'écosystème, on regarde ce qui se passe. Ça change tout du lien au travail, du lien aux autres, du lien au vivant, quoi. Et ça devient vraiment passionnant. Et ça permet peut-être aussi en étant vraiment pragmatique, hein, de réduire le temps de travail en acceptant que certaines choses se passent d'une certaine manière, qu'elles vont peut-être se rééquilibrer d'elles-mêmes. Parce qu'il y a quand même derrière la notion de labeur le côté, et lutte, le fait de devoir, travailler énormément pour pas grand-chose au final, dans l'agroforesterie ou en tant que paysan, hein. Alors moi, bon, là, après, il y a une radicalité des choix qui fait que aujourd'hui, la réduction du travail, on la voit pas beaucoup parce qu'on est passé à une non-mécanisation. Donc, on est tout en manuel ou en traction animale. On est passé aussi, on a abandonné complètement l'utilisation de tout ce qu'on appelle un biocide, naturel ou pas, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus ça du tout dans le jardin. On a ici, on est on va dire une topographie de maquis forestières avec des collines, tout ça où il a fallu faire des petites terrasses pour pouvoir travailler. Donc, on a vraiment pas des conditions pédoclimatiques faciles. En revanche, la fertilité, oui. Pour avoir des résultats par rapport à ce que je faisais avant ou ce qu'on fait globalement en maraîchage classique, on a une productivité qui est 6 à 7 fois supérieure. En revanche, en temps de travail, on n'y est pas encore. C'est-à-dire que ça nous demande encore beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts physiques pour arriver à un résultat qui, en revanche, par rapport à l'utilisation des ressources naturelles, c'est-à-dire au sol, à l'eau, etc., là, a une capacité de production qui est bien supérieure. C'est-à-dire que pour la même quantité d'eau utilisée, pour la même surface de sol, on est à 6 ou 7 fois la productivité qu'on pourrait avoir et on va dire, un mode de production qui est un mode de production naturel, quoi. Donc, tu disais aussi qu'il était important, hein, de recréer, tu en as parlé, une capacité à travailler ensemble. Mmh. Ce que tu fais déjà, plus ou moins. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, de plus là? Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Qu'est-ce que tu penses que dans tout le domaine, il pourrait être fait de plus? Alors, en fait, travailler ensemble, c'est ce qui est difficile, c'est que c'est souvent un truc qu'on décrète, quoi. On dit: «Bah, tiens, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, qu'il y ait de la coopération, qu'il y ait tout ça». Mais c'est finalement heu, plus dur à faire qu'à décréter uniquement. Parce qu'on peut se dire, «Tiens, on travaille ensemble», mais si jamais de nouveau on reprend les schémas de notre société, ben, le travail ensemble, il est pas forcément évident. Je pense qu'il y a pour arriver à la collaboration, nous, c'est un certain nombre de principes qu'on essaye de mettre en place, qui pourraient être des pistes, hein, mais il y a des gens qui bossent dessus dans plein d'écolieux, dans des Fab Labs, dans de l'innovation. Il y a plein de gens, hein, qui bossent dessus. C'est pas lié juste à notre petite expérience agricole ici, mais c'est vraiment, le 1er des points, c'est quand on est dans une communauté, humaine, de pouvoir définir les besoins collectifs. Ça, c'est le premier truc parce qu'on sait définir nos propres besoins. On sait même les classer, hein, la pyramide, où on sait qu'il y a nos besoins physiologiques, notre sécurité, machin et tout ça. Heu, Ça, on sait le faire, mais collectivement, de pouvoir définir ensemble, les défis et les besoins, les fonctions, qu'on doit mettre en place collectivement, ça, c'est plus difficile.
Et puis surtout, un point qui est ultra important, c'est d'abolir la hiérarchie classique. Cette hiérarchie qu'on a chez nous, occidentaux, qui est très patriarcale, la hiérarchie qui est basée sur la possession, sur l'argent, sur le statut social, sur l'âge, sur la couleur de peau, sur le genre. Ça, c'est de l'abolir complètement. C'est d'arriver à des hiérarchies temporaires qui vont être basées sur la compétence du moment, la compétence par rapport à une problématique donnée. À partir du moment où on peut gérer et créer ces hiérarchies temporaires qui donnent à chacun, au moment où il est en compétence, la possibilité d'exprimer son leadership, on devient beaucoup plus riche dans notre capacité à collaborer. C'est aussi l'essai d'abolir des règles figées, instituées, pour la conclusion de contrats ad hoc. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on en discute et on passe un contrat, soit à deux, soit à trois, soit à plusieurs, soit à l'ensemble du groupe, euh, entre humains responsables. C'est-à-dire qu'on n'a pas des règles, une espèce de règlement intérieur figé qui ne bougera pas, mais on discute des enjeux, on discute de la manière d'avancer, on fixe la hiérarchie du moment, le leadership du moment, et on conclut un contrat entre humains responsables. Je pense que ça, c'est des aspects qui sont ultra importants pour réussir à avancer dans un cadre de coopération. Partager la propriété aussi, que ce soit la propriété foncière ou la propriété de l'outil, ou je dis pas l'abolir, parce que c'est peut-être trop difficile. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont eu cette utopie-là et qu'à chaque fois on se casse le nez dessus, mais en tout cas la partager. Et je pense que émanciper de cette manière-là, responsabiliser, c'est les clés de la liberté. C'est la liberté et la coopération, ça ne se décrète pas, ça se met en place quand on est dans une communauté humaine responsable, où on a notion de ce qu'on doit aux autres, des limites personnelles qu'on peut avoir. Et là, on peut avancer dans la collaboration. Voilà. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller sur ces sujets? Alors ça, j'en ai plein. Moi, je vis dans une caravane, hein, là, sur le lieu où je travaille. Et en fait, dans la caravane, je crois que la plus grande surface, c'est des bouquins, des papiers, des trucs comme ça. Alors, un des premiers points pour un bouquin qui, moi, a été important pour revoir le récit collectif qu'on a et la remise en cause de ce récit collectif, hein, qui a abouti à la domination, à la compétition, etc. C'est un bouquin de David Graeber qui s'appelle Au commencement était, une nouvelle histoire de l'humanité. Donc ça, c'est bien parce qu'on voit comment la préhistoire, en fait, était déjà peuplée de communautés qui coopéraient, qui étaient vachement élaborées. Il n'y a pas que nous, hommes blancs modernes, parce que finalement c'est ça, hein, notre vision du monde aujourd'hui, qui avons le privilège d'avoir une société élaborée. Non, il y avait des choses extrêmement élaborées. Un autre bouquin d'Isabelle Delannoy, L'économie symbiotique. C'est tout simple, c'est vachement bien, ça fait vraiment la synthèse de tout ce qu'on peut mettre en place. Elle y parle de permaculture, elle y parle d'économie sociale et solidaire. C'est vraiment la révision de nos principes de l'économie, à chacun de s'en saisir et de pouvoir avancer avec. Et puis, à mon avis, pour moi, le fondateur dans mon esprit à moi de toutes ces questions, c'est Ivan Illich, et le bouquin il s'appelle La convivialité. De toute façon, je noterai, toutes les références, hein, dans le détail de l'épisode. Voilà, après, il y en aurait plein. Un bouquin aussi par rapport au travail qui a été fondateur pour moi, c'est No Logo de Naomi Klein. Tu es formateur d'ailleurs, tu n'en as pas parlé. Ouais, je fais de la formation. En fait, quand je parle de décloisonner, je pense que c'est là aussi, c'est de pouvoir mettre en place. On devrait tous être formateurs. On devrait tous pouvoir échanger, avoir des moments de formateurs, être des moments en formation. Moi, j'ai eu une boulimie à un moment donné de ma vie de formation, c'est-à-dire que je me suis mis à me former. C'est comme ça que j'ai fait une école d'ingénieur, un troisième cycle. C'est comme ça, mais parce que c'était une boulimie et j'ai tout autant de plaisir à pouvoir, parce que le formateur, en fait, c'est juste quelqu'un qui va prendre du temps pour mettre en ordre un certain nombre de compétences et l'exprimer aux autres de manière compréhensible, de manière à pouvoir transmettre, à poser un certain nombre de questions. Donc, j'aime aussi cet instant-là. J'aime aussi ce moment-là. Je fais de l'expertise aussi. Ouais.
parce que c'est aussi un moyen d'être obligé de capitaliser sur un certain nombre d'expériences, puis de pouvoir reformuler derrière dans un autre concept, de contexte. C'est des activités que j'aime beaucoup. Et tu fais de l'expertise dans ton domaine? Bah, dorénavant, avant, c'était sur le domaine des pêches, hein, sur la gestion, les politiques publiques, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment sur le rôle de la conception en agroécologie. Comment on peut utiliser l'agroécologie ben, pour monter des projets à dominante sociale, pour travailler beaucoup plus sur un nouveau modèle entrepreneurial éventuellement. Ça, c'est un truc sur lequel j'essaye euh, de, 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 de capitaliser pour pouvoir travailler avec d'autres personnes sur ce que le jardin peut apprendre dans l'esprit d'entreprise. Alors, où peut-on te retrouver? Alors, ben, en Corse, bienvenue. Non, mais vraiment, on est c'est la première année où on fait ça. On s'est inscrit sur le site du woofing. Je ne sais pas si tu connais le woofing. Oui, oui. Ce système de volontariat qui permet d'aller, alors c'était sur les fermes en agriculture biologique. Je pense qu'on pourrait, ça se fait maintenant, ça s'appelle plus roofing, mais sur d'autres types d'activités, en artisanat, etc. C'est que nous, on accueille les gens pour des durées, alors en général de 3 semaines, pour avoir un accueil long, parce que c'est vachement mieux de pouvoir partager et puis mais pas que des gens, c'est pas pour avoir de la main-d'œuvre facile dans le jardin, c'est pour pouvoir partager notre manière de voir les choses, notre besoin de collectif avec des gens qui ont peut-être des projets différents, qui ont des projets peut-être agricoles, qui aimeraient savoir comment ils peuvent faire. Voilà. Donc ça, c'est un moyen de nous retrouver en vrai. Et Ouais. sinon, ben, on utilise les réseaux sociaux, on n'est pas très fort, mais on a un groupe sur Facebook qui s'appelle La Ferme Solo Bio. Moi, j'ai Yann Solo Bio, parce que c'est mon surnom. Et sur Instagram, c'est pareil, ça doit être Solo Bio, Aling Wizet ou quelque chose comme ça. De toute façon, tout sera dans la description, hein, de l'épisode, je les remettrai. Est-ce que tu as un mot de la fin? Oui, bah oui, parce que tu me l'as demandé, donc je l'ai un peu préparé. En fait, j'ai dit plein de trucs, mais le mot de la fin, il va être sur la difficulté de la mise en application de tout ça. Parce que moi, depuis 2018, en fait, après ce burn-out, j'ai divorcé, enfin, tout, c'était l'enfer. J'ai décidé de reprendre un projet à zéro, avec aucune capacité d'investissement, juste l'envie de pouvoir travailler à une croissance organique de projet. Donc, petit à petit, monter un projet agricole, l'ouvrir à plein d'autres secteurs, faire naître ce lieu d'expérimentation, hein, parce que c'est un joli endroit, on a de la place, un lieu d'expérimentation entrepreneuriale, un lieu social en agroécologie, un lieu solidaire, un lieu où il se passerait des événements culturels, etc., etc. Mais en fait, j'en ai parlé tout à l'heure quand on parlait de la rémunération du paysan. En fait, la réalité de la condition paysanne, elle laisse pas beaucoup d'espace pour pouvoir faire tout ça. C'est un travail qui est tellement fatigant. Voilà, on est en pleine plantation de pommes de terre. Quand j'ai eu à réfléchir sur les questions que tu m'as posées, hier soir, j'étais épuisé par la journée. J'avais du mal à mettre mon cerveau en marche, quoi. Donc, la condition paysanne, elle me confine pour l'instant au seuil de cette aventure. Et la difficulté, l'an dernier, on était 5 sur le terrain. Là, on est plus que 2 cette année parce que chacun est reparti sur d'autres projets. Et puis, qu'on n'a pas refait le plein d'autres participants. Mais c'est vraiment de dire que par rapport à ça, le fait de passer, il y a un seuil à passer, je pense, dans le fonctionnement collectif, pour que même le turnover, le renouvellement, la présence des gens fasse qu'il y ait une équipe qui soit permanente et soudée. Donc, on en est là. Le besoin d'ouvrir notre écosystème à d'autres acteurs, c'est ce qu'on fait en 2023 avec l'ouverture au woofing, avec ce que je fais aujourd'hui, hein, en te répondant, en me disant que ça peut avoir de l'écho auprès d'autres personnes qui écouteront, d'autres entrepreneurs, des gens qui auront envie de passer ici, voir ce qui se fait, qui auront envie de se dire, ben voilà, moi ce que je fais, j'ai envie aussi qu'il y ait une dimension agroécologique dedans. C'est pas du tout mon domaine, moi je suis plutôt dans l'innovation, je sais pas quoi, mais on a à partager, quoi. On a à partager. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai le développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous jeudi dans 15 jours pour une nouvelle interview. Pour être averti de chaque nouvel épisode, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr
où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées, des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@unettincelle.fr. À bientôt.